Bon début de semaine, tout le monde. Bon mardi. Ben non! José, qu'est-ce qu'il fait là? Voyons donc, c'est pas Jonathan. Non, ben en fait, je vous explique rapidement. Ben, 2 choses. Premièrement, oui, c'est le premier en toute liberté de la semaine, exclusivement le mardi. Raison, Karim El-Ayyoubi, notre cher Karim, m'a envoyé un message dimanche soir qu'il ne pouvait pas faire en toute liberté cette semaine parce que, comme vous le savez, en plus d'être urgentologue à temps plein, il est aussi président de la commission politique pour le Parti conservateur du Québec. Puis avec le budget qui s'en venait cette semaine, disons qu'il avait pas mal les mains assez pleines. Puis il y avait vraiment plus de temps. Fait que malheureusement, cette semaine, il ne pourra pas être avec nous. Par contre, il va nous revenir sur ce sujet-là la semaine prochaine sans faute. Et pour ce qui est de José, ben en fait, Jonathan m'a envoyé un message aujourd'hui. J'avais envoyé pour son sujet et il m'a dit qu'il filait vraiment pas au niveau de sa santé. Ça n'a pas l'air à filer du tout. Il m'a demandé est-ce que tu peux demander à José sincèrement de me remplacer cette semaine? Là, j'ai dit OK, Joe, je vais lui demander. Ça se peut que si José est disponible. Là, par contre, la semaine prochaine, il faut que ce soit toi qui vienne. Parce que, comme vous le savez, il y a 2 semaines, il y avait un inconvénient. C'est pour ça que vous ne l'aviez pas vu il y a 2 semaines. Donc, ça va faire un mois que vous ne l'avez pas vu à la face. Comme vous le savez, il est comme un peu en mode pré-campagne dans la Beauce depuis quasiment la fin de l'élection provinciale. Là, on sait un peu qu'est-ce qui s'en vient. Puis, regarde, mon but, c'est pas de. Bon, regarde, puis chaque intervenant dans toute liberté le font de manière volontaire et gratuitement. Mon but, c'est pas de plaindre de faire de casser du sucre sur le dos des autres. Au contraire. Par contre, là, j'ai dit, ça fait un mois que les auditeurs t'ont pas vu. Ils vont commencer à se plaindre si tu te montes pas à la face. Il dit parfait. Il dit la semaine prochaine, ça va être moi. Fait que la rotation du 2 semaines va reprendre sa formule normale à partir de la semaine prochaine avec Jonathan. Puis après ça, ça va devenir José. Mais exclusivement cette semaine, ben, c'est du double whammy. José de 2 weeks in a row. Écoute, José va absolument revenir sur l'affaire Pascal Bérubé ou la Vino Gate ou la Pascal Bérubé Gate. Je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça. Également aussi, un sujet qu'on risque de parler dans le Yann et Frank d'aujourd'hui, ben en fait, de mardi, mais pour nous, c'est encore lundi. Grosse manifestation des agriculteurs à Rimouski. Ça faisait ça avait beaucoup des airs d'un peu de ce qu'on a vu en Europe avec des tracteurs partout et beaucoup. Et autant que José, autant géographiquement, est un petit peu plus proche que moi actuellement de Rimouski, mais quand même un peu loin. Mais quand même, je voulais savoir s'il y avait eu vent de ce qui se passait dans ce coin-là, vu qu'il était un peu plus proche, et plus dans la région Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, puis plus haut, Témiscouata et compagnie. Fait qu'on en parle aujourd'hui En toute liberté. José, de retour. Ouais, ben là, supposément que c'est rendu, ça s'appelle le vendredi. C'est pas les versions, parce que supposément que c'est arrivé un vendredi, l'affaire de Pascal Bérubé, là, c'est rendu un vendredi. Ah, ils ont trouvé des noms spéciaux. Ben oui, nos chers amis, je le passe à l'écran. Shout-out à Dominique Moret pour son montage. Sérieusement, c'est magnifique. Ah, qu'est-ce que Photoshop peut pas faire aujourd'hui? C'est malade. En tout cas, écoute, José, je te laisse aller. Premièrement, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu 2 semaines de suite. Je sais que les auditeurs t'apprécient beaucoup, mais je sais que tant que tu es un père de famille, malgré tout ça, puis Le toujours le père fun. de famille aujourd'hui, mon garçon est chez sa mère, puis ma fille est chez l'autre mère. Là. J'ai comme. Oh, C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, je suis libre. Je suis père de famille, mais libre. Là. bon, ben, les as se sont quasiment Absolument. alignés. Ben oui, affaire de Pascal Bérubé. Ben avant de te laisser aller, je veux quand même faire une mise à jour pour nos auditeurs qui ne le savaient peut-être pas. Ben pour nous, ça vient à peine de sortir. Ou du moins, il y a environ à peine une vingtaine de minutes. Et pour vous, ça va faire un certain bout de temps. Peut-être qu'il y a eu d'autres développements depuis. Mais Éric Duhem a fait une mise à jour par rapport à ce qui se serait passé. Selon certaines informations, je mets ça à l'écran et je lis ça pour les bénéfices des auditeurs en audio. Il écrit selon Emmanuel Latraverse, la journaliste de Québécois, il y a maintenant 2 versions du vendredi de la pandémie. D'un côté, Pascal Bérubé parle d'une rencontre improvisée où le premier ministre l'invite à son bureau et apporte une bouteille de vin, une discussion amicale entre vieux chums. De l'autre, le bureau de François Legault, donc le bureau du PM, prétend qu'il s'agissait d'une rencontre de travail prévue de longue date à la demande de M. Bérubé. Ce serait même ce dernier qui s'est pointé avec une bouteille. Le cabinet du PM n'a pas précisé s'il est vrai que M. Legault a suggéré de signer un papier pour permettre aux députés péquistes de ne pas respecter le couvre-feu. Qui dit vrai? Pascal Bérubé ou François Legault? Bien ça, c'est Éric Duhem qui écrit ça. Ouais. Perso, je crois davantage la version de Pascal Bérubé.
Il l'a dit sans réaliser qu'il créerait une tempête politique très candide. Du côté de M. Legault, disons que l'honnêteté n'est pas sa première qualité. Écoute, je ne peux pas être plus d'accord que ça. C'est pas nécessairement être pro-irréduisible de dire ça. Selon moi, c'est la pure logique. Là. Regarde, laissons l'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'il n'y avait aucune gêne à en parler. Puis disons que Pascal Bérubé, c'est beaucoup de choses, mais un bullshiteux, je ne le rentrerai pas dans cette catégorie-là. Ben, il n'y a pas une réputation de menteur, hein, Non, Pascal c'est ça. Bérubé. Du moins, si en l'âge, ben, on En s'en tout est cas, pas rendu compte, au même titre pas qu'on tant s'en que la est. souveraineté n'est pas dans le débat. Non, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que François Legault, il y a des précédents en termes de mensonges. On peut se rappeler un de ses plus gros, c'est le troisième lien. Je veux dire, ce qui a avancé avant et après les élections concernant le troisième lien, on sait que c'est un mensonge éhonté. Tout le monde s'est rendu compte de ça. Même les gens qui étaient contre le troisième lien se sont dit, ben là, écoute, c'est pas ce que tu disais. Là. Tu t'es fait élire à 2 reprises avec cette promesse-là, cette promesse forte pour la région de Québec, alors que tu ne l'as pas appliquée. Ça, on peut le dire, je peux être d'accord en d'autres termes avec Éric Duhaime. Je pense que c'est Pascal Bérubé, selon les circonstances, qui dit la vérité. Oh, ouais. Ça ne veut pas dire que ça se peut qu'ils ne disent pas la vérité, mais tout ce qu'on voit depuis un certain temps chez la CAQ nous démontre, on pense du moins au conditionnel, que celui qui dit la vérité là-dedans, c'est Pascal Bérubé. Maintenant, Pascal Bérubé, si vous ne le savez pas, a déjà été l'attaché politique de François Legault. À une autre époque, ouais. Bon, ça veut dire qu'il y a des liens. En politique, là, je me souviens que Lucien Bouchard disait ça. Il dit en face, l'autre bord, dans l'opposition, il y a du monde le fun aussi là-dedans. Tu te souviens dans la télésérie Duplessis que je parle à chaque fois que je passe ici, lorsque Adélard Godbout va voir Maurice Duplessis à l'hôpital en 1937. C'est une scène iconique de la série, ça. Absolument. Là, il y a un débat. Là, écoute, là, je veux dire, c'est Denis Arcand là, qui a réalisé cette télésérie-là. C'est un chef-d'œuvre. Mais je veux dire, de l'amitié entre politiciens qui ne sont pas de la même famille, ça s'est déjà vu. Comment je te dirais? Jean Chrétien, voilà, je cherchais mes mots. Jean Chrétien avec Joe Clark, ce sont de grands amis. Joe Clark était le chef du Parti progressiste conservateur avant Brian Mulroney. Et Jean Chrétien, à ce moment-là, il était chez les libéraux, mais ils sont devenus très amis. Ils sont encore d'ailleurs, je pense que le dernier livre, un des derniers livres de Jean Chrétien, c'est Joe Clark qui a fait la préface quand même. Fait que, bon, et ça, je ne suis pas surpris. Mais en même temps, je ne suis pas surpris non plus des révélations qu'on a assistées dans ce balado-là. Je ne connais pas trop le balado, j'en ai déjà entendu parler un peu. Là. C'est des gens, là, c'est des tripes de politique qui invitent des politiciens. Mais je ne suis pas surpris de ce qu'avance Pascal Bérubé, même qui dit, moi, t'en signer une lettre. Là. Tu sais, c'est fort probable que ce soit ça qui soit arrivé. Il parle d'un François Legault. On parle souvent du vrai François Legault, là, pas le « Hey, comment ça va? » Non, c'est pas lui, ça. Ça, c'est vraiment, c'est l'image. Écoutez juste son podcast en bonjour tout le monde, puis c'est ouais. là. Même personnellement, la shot, il a fait ce personnage-là devant Lucien Bouchard, qui est son propre mentor. C'est comme si moi, du jour au lendemain, José, mettons, j'aurais vraiment genre « Alors bonjour José, alors comment allez-vous? » Ouais. Là, 20 ans plus tard, je suis rendu PM du Québec, puis je t'invite dans mon podcast. Alors, José, vous avez été journaliste de la Côte-Sud. Tu te dirais, tu te dirais dans ta tête, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon homme? C'est pas du tout la même manière que tu parlais, la manière que tu agis. Le François Legault que Bérubé nous a décrit ressemble beaucoup au François Legault que Bernard Landry nous a parlé, le François Legault que de temps en temps on voyait à l'époque du début de la CAQ un peu. Tu sais, un genre de la bouteille de vin, puis let's go les règles, I'm the best. Puis... Non, mais faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est ça. Je pense que c'est à l'émission de Jeff Fillion aujourd'hui ou lundi, là, tout dépendant quand vous écoutez le podcast avec Joey. Il faisait allusion au Boris Johnson, puis, les leaders qui te disent que tu devrais rester chez vous, puis qui te font la morale, puis que finalement, un coup, tu as le dos tourné, ben eux autres, là, il n'y en a pas de règles. C'est normal, c'est l'élite. Je veux dire, cette hypocrisie-là, on commence à en avoir assez. Et ça démontre une autre chose, je pense, à mon sens, c'est que nos élites sont complètement déphasées avec la population. Et ça fait un certain temps que je le dis. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Certains diraient que ça ne serait pas des élites, sinon. Ben ouais. Oui, non, mais quand même, on a des élites, je veux dire. Je parle souvent du général de Gaulle, qui était une élite intellectuelle, un érudit,
mais qui était au diapason avec la population, qui comprenait Ouais. la population. Il y en a d'autres, des policiers. Brian Mulroney était capable de connecter avec la population. Il venait d'un monde très pauvre, d'un secteur du Québec, ça n'allait pas très bien, qui était en développement. Jean Chrétien vient aussi d'une grande famille. Il sait c'est quoi la pauvreté, même s'il était quand même d'une famille assez aisée, mais quand même, il y avait beaucoup de pauvreté autour de lui. Lucien Bouchard vient d'un milieu pauvre. D'ailleurs, lorsqu'il était à l'Université Laval avec Brian Mulroney, c'était les deux plus pauvres de la classe, tu comprends? Mais c'est des gens qui étaient vraiment en mesure de connecter avec la population. Pourtant, je pense que François Legault, dans son ADN, ou du moins peut-être dans un passé pas si lointain, est en mesure de connecter avec la population. Maintenant, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais de toute manière, on le voit dans les résultats, là, dans les divers sondages, que cet homme-là n'a plus la cote. Et je ne sais pas vraiment pas comment va-t-il faire pour réussir à remonter encore, surtout qu'à chaque semaine, il arrive une tuile de la sorte. Parce que la tuile qui sort là, concernant Pascal Bérubé va réussir à s'en sortir. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est proche du peuple, qui est très apprécié dans son comté, puis qui ne s'est pas créé d'ennemis. Tandis que François Legault, avec sa gestion de la crise covidienne et le fait qu'il a divisé la population un peu au même titre que Justin Trudeau l'a divisé, s'est créé énormément d'ennemis. C'est plus que des adversaires, là. C'est des ennemis parce qu'il y a des gens qui le détestent très, très profondément par rapport à la crise covidienne ou tout ce qui en est suivi. Je connais des membres de ma famille qui m'ont déjà dit durant la pandémie que Legault, il est mieux de ne pas se pointer devant la porte de maison parce que c'est ça. Disons qu'on sait qu'il n'aurait pas arrivé. Là, puis je nommerai pas de nom, là, mais vous comprenez un peu le sentiment. Là. Non, absolument. Puis regarde, moi je dirais d'un autre côté, il récolte ce qu'il a semé. Là. Un peu comme pour ceux qui ont écouté la très bonne mini-série Tchernobyl sur Netflix, le scientifique à la fin, c'est pas un gros spoiler, là, il explique justement que chaque mensonge qui est dit ou qui est fait, il dit apporte une dette à la vérité. Il dit un jour ou l'autre, cette dette-là est payée. Et je pense que c'est beaucoup ça relié à François Legault par rapport à ce qu'il a fait. Tu parlais de mensonges qu'il a fait, la fameuse affaire de couvre-feu avant le temps des fêtes, la Berthe Ambert, puis le défi 28 jours qui a duré genre 150 kek. Tu sais, un moment donné, il y a des limites à se faire bourrer, tout simplement. Non, mais c'est ça. D'un côté, on dit c'est les décisions de la santé publique, jusqu'à temps que tout le monde s'acharne sur Arruda, puis après ça, Legault sort. Non, finalement, c'est moi qui prends les décisions. Croyez-vous ça? Y a-t-il encore des gens qui pensent que c'est Arruda qui prend les décisions? Dans le système parlementaire britannique, le premier ministre, là, dans un gouvernement majoritaire, c'est un monarque élu, c'est un crème. C'est lui qui menait. On sait que c'est pas lui, c'est possiblement la firme mécanisée en arrière. Mais ils l'ont confirmé, c'est ça. Ils l'ont confirmé. La première affaire qu'ils ont faite, qu'ils ont créé genre de petite cellule de crise, là, Arruda, ils ont déménagé son bureau à côté de celui du PM. Ah oui, ben oui. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Donc, après, il nous pousse de la boîte. C'est assez. On est tellement tannés de se faire pousser de la boîte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les gens contre la maladie? C'est très... Puis, tu sais, la peur, ça fait faire toutes sortes d'affaires. Puis, calvaire. Mais, tu sais, il y en a, j'écoutais, j'invite tes auditeurs à aller écouter ça, tes téléspectateurs. Allez écouter l'entrevue de Christian Dufour avec Jeff Fillion vendredi le 8 mars dernier. Très bon. C'est quasiment une grosse heure. Très, 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 très bon. Excellent. Et Christian Dufour, que j'aime beaucoup, disait, moi, tu sais, je veux quand même mettre ça en arrière de moi, mais en même temps, tu peux pas tout mettre ça en arrière de toi. Là. Je veux dire, il est tellement arrivé d'absurdité là-dedans qu'il faut s'organiser comme société, comme nation, appelez ça comme vous voulez, mais comme société organisée, il faut s'organiser justement pour pas que ça arrive de nouveau. Là. Il va falloir qu'on fasse de quoi. Non, parce que, je veux dire, je le comprends à moitié. Je le comprends, oui. Il est rendu à un âge, il a perdu son conjoint durant la pandémie. Il est rendu à un âge que, tu sais, autant je pourrais encore m'impliquer, mais tu sais, le gars passé proche de crever il y a à peine un an. Il est comme, je peux toujours commenter puis pointer le problème du doigt, mais je pense qu'il est conscient que c'est pas lui qui va le régler. Puis pas nécessairement qu'il dit mais il contribue quand même à le régler. C'est ça que je dis. C'est son apport. Oui, exact. Il pointe le problème du doigt. Il continue de contribuer à sa façon, mais il est conscient. Je pense qu'il doit se dire possiblement que, regarde, pas que c'est pas mon problème, mais dans le sens que, tu sais, je ne serais pas un facteur majeur dans la résolution de ça, mais je veux quand même essayer d'aider un peu à ma manière de ma simple contribution. Fait que, mais il peut amener la brique à l'édifice. Sa brique à l'édifice, j'ai vu l'expression, je te sens un péroniste, mais il me semble que c'est ça. Je ne savais même pas que c'était un péroniste, mais je trouve que ça non, c'est pas un péroniste. Je me semble l'expression, c'est quelque chose comme ça. Là, vous m'excuserez, peu importe.
Ah non, c'est quelque chose. Mais regarde, j'ai hâte de voir les conclusions de ça. À date, il y a juste Mathieu, à part un journal local, je pense que c'est le journal de Lévis qui en a parlé. Et même petit Bob Côté, que je ne serais pas surpris que Pascal Bérubé il a envoyé un texto pour dire peux-tu écrire une chronique pour dire que tous ceux qui nous critiquent sur cette histoire-là, c'est une gang de Mongols? Ben, Bob Côté, en mode caribou, il a été aussi vite que fait. Il a fait une petite chronique pour parler de ça. Je ne sais pas si davantage de médias vont en parler dans les prochains jours. Reste à Non, parce voir. qu'il y a l'aspect aussi que tu défends le souverainiste qui est Pascal Paradis. C'est ça. Ça, Si j'ai ça aurait été j'ai si ça beaucoup aurait dans été la un gang. libéral, Ça aurait été oh! possiblement différent. Bar open. J'en suis conscient. Mm. Moi-même, qui est un indépendantiste, tu sais, j'ai vu Jean-François Lisée aussi là, faire casser du sucre sur le dos d'Éric Duhem. En contrepartie, moi, je pense qu'Éric Duhem soulève un problème d'éthique qui a démontré qu'il y avait d'un côté la plèbe et Jérôme, celui de l'Île Média, Jérôme Jérôme Blanchet-Gravel. Gravel, excuse-moi, l'a sorti également. Il a sorti un court texte là, qui résumait un peu ma pensée. Je veux dire que je suis en accord avec sa pensée. Là. Il y a du côté, il y a la plèbe, de l'autre côté, il y a les élites qui sont complètement déconnectés d'avec la population, tout simplement, à mon sens du moins. Deuxième sujet, Oui. les agriculteurs. Écoute, José, parle-moi-en parce que, à part écouter le reportage Bon. de 2 minutes et demie de Radcan, qui était très bien fait d'ailleurs, il faut que je le reconnaisse, Radcan, donner à César ce qui est à César, ça a brassé, parce que j'ai vu quelques photos passer dans le dernier week-end, les tracteurs à finir, elle dit en direct, Rimouski, je suis comme, qu'est-ce qui se passe là? Puis on n'a pas, à part localement, ça n'a pas fait tant de nouvelles nationales que ça. Puis sérieusement, je suis surpris. T'es Parce surpris, que, mais ça va venir parce que moi, j'ai reçu le communiqué. D'ailleurs, je suis en train de le traiter parce que je ne l'avais pas lu encore. Le fait que tu me contactes et que tu me parles de ce sujet-là, ben, j'ai dit, ouais, j'ai un communiqué là-dessus, je vais aller voir. J'ai sûrement de l'information à donner à tes téléspectateurs, auditeurs ou peu importe. Et c'est très intéressant parce que vendredi dernier à Rimouski, tu avais environ 500 agriculteurs du Bas-Saint-Laurent. Tu en avais quelques-uns de Gaspésie, quelques-uns de Chaudière-Appalaches, notamment de la Beauce, qui ont manifesté. Là-dessus, tu avais 200 tracteurs qui ont complètement paralysé le centre-ville de Rimouski. oh, Écoute ils bien. ont fait une version québécoise de ce qu'ils ont fait en Europe. Ben, c'est ce qui s'en vient, tout à fait. Là, je vais te lire une statistique. La situation dans le milieu agricole est plus que critique que jamais. Selon Agriculture et Agroalimentaire Canada, le revenu net des agriculteurs a diminué de 49,2 % en 2023. Et ce, malgré des recettes sans précédent. Les producteurs agricoles s'appauvrissent à une vitesse grand V. En un an. Écoute bien, c'est pas fini. En Okay. 2024, le même organisme prévoit que le revenu net agricole diminuera de 86,5 %, une situation qui n'a jamais été observée depuis près de 100 ans au Québec. Les causes? Ah, les causes, tu en as plusieurs. Là, comment je dirais ça? Là? Les taux d'intérêt. J'assume que ça va rimer avec environnement. Ça va... Aussi, tu as les taux d'intérêt qui ont augmenté, tu as un problème de relève et le fait de reprendre les business des parents, c'est rendu comme plus achetable. De ce que j'en ai compris, tu as la spéculation sur les terres aussi qui fait en sorte que les terres augmentent. Puis il y a des choses qui m'échappent là-dedans, je ne suis pas un spécialiste. Peut-être qu'un gars comme Yann pourrait en dire davantage. Et il y a aussi le fait qu'il y a des politiques environnementales, bioalimentaires qu'on tente de mettre sur pied au Québec, sauf que ça a un coût. Et je sais que je pense que le MAPAC ou des organismes québécois donnent un certain montant là-dedans, mais au bout de la ligne, tu es juste en mesure pour l'agriculteur de payer les études pour transformer, je veux dire, ta ferme d'une façon plus bioalimentaire ou plus environnementale, Ouais. sauf que tu n'en as pas assez pour la compléter. Ça veut dire que les frais pour compléter la transition, c'est toi-même qui les payes. Et l'autre aspect aussi, c'est que les normes pour les produits alimentaires canadiens et québécois ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. De sorte qu'avec la mondialisation, comme exemple ce qui se passe en France avec les poulets, ils reçoivent des poulets de l'Ukraine, sauf qu'en Ukraine, ils n'ont pas les mêmes normes qu'en France. Et c'est pour ça qu'on veut une genre de stabilisation des normes pour que ça coûte moins cher, qu'on soit de plus en plus ou plus compétitif plutôt. Mais ça, je te le résume de ce que je sais, là. Mais ouais. il y a un problème de finance. Je veux dire, les chiffres que j'ai sortis, je ne peux pas tout te détailler ou te ventiler les causes. Sauf que, moi, t'as dit affaire, écoute, là, les 40 50 80 de perte du revenu net, je veux dire, il n'y a personne qui est capable d'endurer ça. Ça veut dire qu'on va avoir des faillites, des suicides. Je ne sais pas si tu avais les statistiques, il me semble que je les avais de mémoire, mais
le nombre de fermes qu'on a perdu au Québec dans les dernières années, c'est effarant. Là. C'est un peu comme en Europe, c'est partout. Je pense que ça se compte par milliers. Je sais aussi qu'il y a eu des problèmes du côté de la santé mentale des agriculteurs parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Mais là, sans vouloir mettre la bonne volonté et la bonne foi de nos agriculteurs de côté, est-ce qu'on parle vraiment d'un mouvement qui part vraiment des agriculteurs? Parce que j'ai vu, bien évidemment, que l'UPAC est comme rentré là-dedans, ça n'a pas été long. Est-ce qu'en fait, c'est plus pour appuyer le mouvement qui est parti de soi-même ou c'est plus un mouvement qui est comme parti de l'UPAC, dans le sens que l'Union des producteurs, pas l'UPAC, excuse-moi, l'UPA. Ouais, ça, je t'ai mêlé un peu. L'UPA, oui, tout à fait. J'ai mis un C de trop, je suis désolé. L'Union des producteurs agricoles, c'est pas tout à fait la même chose. L'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Dans le communiqué en question, on parle d'un cri du cœur. Ouais. Il faut que ça bouge. Puis on le savait. Je veux dire, je vous l'avais dit dans mes interventions précédentes que ce qui se passe en Europe, ça s'en vient ici. Et là, je pense qu'on a les premiers balbutiements. Par ailleurs, il va y avoir une autre manifestation vendredi qui arrive à Lamalbé, à Charlevoix. OK. Qui va plus compter les gens de Charlevoix, plus les gens de la grande région de la capitale nationale. Les ceux qui nous écoutent, ça intéresse. Ben oui, mais sincèrement, pour les agriculteurs, allez-y, des agriculteurs, ou l'agriculture plutôt, ça a longtemps été le cœur du Québec, et pas d'agriculteurs, on ne mange pas. Tu comprends? Là, c'est sûr qu'avec le mondialisme, on a des choses qui arrivent de l'extérieur, mais c'est justement à ça qu'à un moment donné, comme société, nous devrons regarder. Parce que, je te fais un parallèle, en 2015, lorsque les conservateurs au fédéral se sont fait sortir par les libéraux, au début, on pensait que c'était le NPD qui allait prendre le pouvoir. Tu te souviens de ça? Oui. Et une petite parenthèse, le monde disait avec l'NPD, ça va coûter 1 milliard par jour. Ben, c'est pas mal ça que ça coûte avec les libéraux. J'allais dire techniquement, ils auront pris le pouvoir, là, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je pourrais en reparler un jour, on abordera ce sujet-là. J'aurais des nuances à apporter, mais je comprends ton point. Mais à ce moment-là, les conservateurs avaient ouvert une brèche sur la gestion de l'offre, sur les fromages. Et les raisons qui étaient évoquées chez les agriculteurs locaux, c'est que les normes pour les fromages en Europe versus au Québec n'étaient pas les mêmes. Les normes étaient beaucoup plus sévères au Québec qu'ailleurs dans le monde, de sorte que c'était plus difficile de compétitionner avec les fromages européens qui allaient arriver d'Europe pour venir s'établir ou se vendre au Canada ou au Québec. Ben, on est un peu dans la même dynamique, là, parce que les normes extérieures, je présume au Brésil ou ailleurs, où ce qu'on importe souvent de la nourriture X, là, je ne connais pas le dossier totalement, mais c'est clair que leurs normes ne sont pas les mêmes qu'ici. Ici, on encore a des là, peut-être trop sévères, j'en ai aucune espèce je l'ai dit, mettons le problème à l'envers, parce que autant que je ne suis pas un agriculteur, mais disons que je suis un fils de laitier qui a été distributeur de produits laitiers pendant quasiment 35 ans, j'ai travaillé plus de 4 ans avec. Tu as quand même une certaine connaissance. Fait que moi, le MAPAC, j'ai eu affaire avec le MAPAC des fois. Là. OK, ouais. Et je vous dirais, entre eux autres et le ministère du Revenu du Québec, je pense que les agents du MAPAC font parmi les fonctionnaires les plus inquisiteurs que j'ai jamais vus de ma si bonne acte de vie. Souviens-toi l'histoire de Norbert? Localement, tu te souviens-tu? Ouais, justement, c'était pas Pascal Bérubé qui avait parti non, ça, c'était non, c'était Bonardel avec la carte. Ouais. Les gens ne l'avaient pas digéré ici parce qu'ils avaient vu vraiment une attaque cheap. Puis, surtout en plus que tout le monde savait que c'était des... Pour mettre en contexte, en fait, c'est que notre ancien député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, qui est d'origine du village de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Dans le village de Saint-François, malheureusement, elle n'existe plus parce que depuis qu'ils l'ont vendu, les propriétaires n'ont pas compris qu'une marque de 100 ans, ça ne suffit pas, il ne fallait pas changer le nom. En tout cas, il y avait une boucherie dans ce village-là, qui était la boucherie iconique centenaire du village. Tout à fait. Et semble-t-il que le MAPAC serait passé, qui aurait dit quasiment que c'est des conditions exécrables, ce qui est selon moi très de la bullshit, parce que j'en ai mangé de la quantité de bouffe de là-bas, tout le monde en mangeait. Puis j'ai jamais vu quelqu'un me tomber malade là-dedans. Puis là, Bonardel a comme pris la balle au bon à l'époque où c'est que la CAQ était encore dans l'opposition pour dire que... Pour faire à l'époque, il nous faisait la leçon. Il nous faisait la leçon dans le sens que les partis libéraux qui étaient au pouvoir à l'époque, je ne sais pas comment gérer la il y avait des pauses droits, là. Parce qu'on se souvient que l'organisme de l'agroalimentaire dans le secteur de Montmagny était à côté du bureau de Norbert. Là, on avait fait des liens douteux, non prouvés. Oui, c'est vrai. Mais je peux dire une chose, qu'il avait arrêté d'attaquer Norbert parce que je me souviens d'avoir fait un texte où je défendais de Norbert, que les gens ne le prenaient pas. Puis, à un moment donné, les gens ont levé le pied puis on n'a plus entendu parler parce que c'était un cheap shot. Surtout pour un gars comme Norbert qui était apprécié de tout le monde ou à peu près, là. Je veux dire, c'était pas le meilleur coup de la CAQ, bien sûr. Mais pour venir on est habitué à leur mauvais coup, mais à l'époque, on l'avait trouvé cheap, mettons. Absolument. Et pour venir au point, c'est encore là, on parle des normes, pas les mêmes normes. Ça se peut-tu que, pas tout le temps,
mais que des fois, ça soit juste nous autres qui est trop zélés. Eh bien, Avec ça se nos peut. normes. Ouais, mais. Parce que regarde, je te donne un exemple. Hein? Je livrais du lait dans un grand marché, pour ceux du coin, là, le marché Richelieu, pas chez Marcage, chez Timarc, Cap-Saint-Ignace. Là, on fait local en, on fait local en Non, calvant mais pour là, ceux ça qui a sont été pas très bons. acheté par les GA en En tout passant cas, à cette seule-là. à côté de Vas-y, Montmagny, il y a le village de oui. Cap-Saint-Ignace, puis le Exact. marché du village, c'est ce marché-là. Je livrais, il y a quand même pas pire inventaire. Puis la manière que ça fonctionne, c'est que tu as le kit de déchargement, puis tu as à peine même pas 30 pieds plus loin, tu as le congélateur, tu as le frigidaire pour mettre les produits laitiers, tout le stock frais. Nous autres, on avait nos piles de caisses de lait en plastique, en piles de 5, avec tout notre lait dedans. On le vérifiait, tout ce qui était marqué sa facture. Quand c'était fait, OK. let's go. On accotait ça dans un coin, tout collé ensemble, toutes les boîtes. Puis il n'y a rien qui coulait, rien. Là, à un moment donné, le MAPAC est rentré là dans le magasin. Ils ont vu ça. Ils ont dit: ah là, non, c'est pas conforme. Là, il faut que vos caisses de lait soient mises sur une palette en bois. Pourquoi? Alors qu'il n'y avait rien qui coulait, puis il y a quand même un plastique qui sépare le lait, puis même le contenant lui-même du sol. Ah non, là, c'est plus assez. Là, il faut les mettre sur une palette en bois. Fait qu'au lieu de les rentrer, ça prenait même pas 2 secondes. Il fallait toutes les dépiler, puis les remonter sa palette. Ça a duré pendant peut-être 3-4 mois, jusqu'à temps qu'ils reviennent. Puis là, je sais pas si c'était les mêmes ou différent. Ah non, finalement, la palette, ça marche plus. Faut l'enlever. Non, Tu sais, mais, quand je vous dis des niaiseries, non, là, non, des mais pures niaiseries, là. Tu sais, je sais que la MAPAC, c'est important. Il ne faut pas que nos produits alimentaires soient de la cochonnerie et que du monde nous font manger des trucs insalubres. Absolument que c'est nécessaire. Mais sérieusement, j'ai rarement vu des gens aussi titilleux et inquisiteurs suivre les règles pour suivre les règles, puis le gros bon sang, il part par la porte d'en arrière. Ah, sérieusement, là. Puis en plus, surtout que je ne sais pas si tu t'en rappelles, José, il y a quelques mois, il y en a un qu'on avait parlé beaucoup. Notre cher ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, monsieur, un assez gros ego. Je sais pas si tu avais vu ça au congrès de ouais, il l'UPA, s'était justement. pogné avec le gars de l'UPA, justement. Ben oui, Dredd sur scène a commencé à Il s'était bougonner parce qu'il crêpé le chignon. Là. il manquait 10 minutes pour faire son discours, puis il l'a coupé, puis le bonhomme l'a pris personne. Il commençait à se pogner Je sais. devant tous les Oh, ouais. membres de l'UPA à Drummondville. Hey, t'es ministre de l'Agriculture. Excusez-moi, il m'a dit comme Patrick Huard, femme, d'ailleurs, tu Non, sais. non, mais c'est parce que, tu sais, c'est Ah. un peu ridicule, mais si tu regardes du côté des municipalités aussi, il y a énormément de réglementations imposées par Québec qui font en sorte qu'on les met menottés. Il va falloir, à un moment donné, remettre des gens sérieux à la tête de l'État qui vont faciliter la tâche des commettants ou des intervenants au lieu d'ajouter toujours des problèmes et des problèmes et des règlements. Ce que tu viens de raconter, c'est complètement absurde. Je veux dire, à un moment donné, là, il y a l'offre et la demande aussi. Quand tu vas aller manger au restaurant 2-3 fois, puis c'est dégueulasse, puis excuse-moi, tu as la diarrhée après, ça se peut que tu n'y retournes pas. Puis tu sais comme moi qu'un client est satisfait, le dit à 7 personnes, mais un client satisfait ne le dit qu'à 1, 2 ou 3 personnes. Je ne me souviens pas des statistiques, mais c'est à peu près ça. Fait que, on peut-tu arrêter de toujours intervenir et laisser un peu le marché aller? Je dis ça comme ça ce matin ou cet après-midi ou peu importe. Mais je pense que j'ai la bonne crowd pour vous dire ça. Ah non, absolument. Puis, il faut vraiment qu'il y ait une réelle introspection parce que, bien sûr, les manifestants agriculteurs, bien évidemment, ont beaucoup pointé le MAPAC et avec raison. Il faut que le gouvernement. Par contre, il faut le donner, monsieur Sainte-Croix, là, le député de Gaspé, c'est un caquiste, je pense aussi. Là. Oui, absolument. Il y a eu assez. Je vais retrouver son nom parce que je pas ça reste un élu quand même. Là. Député Gaspé, CAC. Une petite parenthèse pendant que tu fais tes recherches. Mathieu Rivel, député de Côte-du-Sud, était à la manifestation. Il y avait un autre député aussi, je pense, c'est Ah ouais. celui-là. Sauf que la ministre régionale, qui est son nom, qui est députée de Rimouski aussi, là, supposément qu'elle était malade, ce journée-là. ouais, elle brillait par son absence, semblerait-il. Ouais, c'est ça. Donc, on trouve tout un excuse. C'était Stéphane Sainte-Croix de Gaspésie, c'est un caquiste, et Mathieu Rivet était présent. C'est ça. Il y a eu quand même assez de guts pour se pointer et faire Ouais, un tout à fait, discours. c'est tout à leur honneur. Même s'il savait qu'elle allait se faire brasser, il faut lui donner. Par contre, c'est vrai que ça fait un peu. C'est ça. Donc, good, ça commence à Rimouski. Là, ils doivent se dire que contrairement à la Pocatière, Rimouski, c'est le nouveau centre de l'agriculture depuis qu'ils ont transféré le projet là-bas. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Il y avait un projet, pour le dire, il y avait un projet de pavillon de médecine vétérinaire qui a été qui ont décidé d'installer à Rimouski, alors qu'ils n'ont pas pris en considération la côte sud de la Pocatière, qui est réputée pour l'IPAC, l'ITAC, l'Institut agroalimentaire qui est centenaire. Là. Il y en a également à Saint-Hyacinthe une.
parce que depuis un certain temps, on a perdu beaucoup de services de ce côté-là, du côté de l'Apocatière, et c'est un projet de 100 millions, et on n'a même pas pensé à l'Apocatière, alors que Rimouski n'est pas réputé pour être un endroit agroalimentaire, si Non, c'est ça. je m'exprime comme ça. C'est très. Je trouve ça très plate. Institut de technologie agroalimentaire du Québec, c'est ça. C'est vrai, ça, c'est l'ITAC. Absolument. Puis on a beaucoup poussé durant la dernière élection pour pas que ça se fasse. Parce qu'en gros, la décision d'envoyer ça à Rimouski, c'était purement électoraliste pour que la CAQ gagne leur comté là-bas. On n'est pas surpris. Puis le pire, c'est qu'ils ont zéro infrastructure. L'ITAC à l'Apocatière, ils ont déjà tous les stocks au grand complet. Non, je le sais. Ça veut dire qu'à l'Apocatière, ça n'aurait pas coûté 100 millions. Non, c'est là, ça. c'est 100 millions qu'ils ont prévu, là, avec les dépassements de coûts. Possiblement qu'on va encore doubler ou je ne sais pas combien. Là. Je veux dire, on est tellement habitué avec les folies de Québec. Absolument. Écoute, en terminant, José, peut-être tes légères prédictions par rapport au budget qui va, pour ceux qui nous écoutent, ça va être aujourd'hui. Pour nous autres, ça va être demain. Qu'est-ce que tu attends, à part que, comme tu l'as dit tantôt, avant qu'on rentre dans le podcast, on va être tous dans marde demain? Non, mais c'est parce qu'on va voir qu'encore une fois que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, le ministre Éric Girard a fait une sortie aujourd'hui avec Bernard Drinville, une autre personne, je ne me souviens pas. Là, on a parlé des priorités, ça va être encore la santé, l'éducation. J'ai 45 ans, donc ça doit au moins faire plutôt 45 ans que j'entends toujours les mêmes priorités. Tu sais, moi, sincèrement, Éric Girard, depuis qu'il s'est embourbé solidement là, avec l'histoire des Kings de Los Angeles, quand je l'écoute parler, parce qu'avant cette saga-là, cet homme-là avait un parcours politique pratiquement il y avait encore un certain respect. Là, j'avais encore du respect pour lui. C'était comme l'imminence grise de ce parti-là qui était capable, selon moi, de dire lorsque c'était assez ou ce qu'on pouvait peut-être aller plus loin dans certaines dépenses. Mais comme je t'ai dit, depuis cette saga-là, je l'écoute parler, j'ai perdu beaucoup de plumes. Beaucoup de plumes. Fait que ce que je m'attends demain, je ne sais pas. Sincèrement, là, je m'attends qu'on va être en déficit. Est-ce qu'ils ont annoncé un déficit beaucoup plus gros, finalement, qui va être moindre pour mieux paraître? Là, ils n'ont rien. Stratégie de communication, ça, c'est fort probable. Mais en même temps, on fait quand même allusion à la coalition Avenir Québec. Là. Je veux dire, ils ne nous ont pas impressionnés dans les dernières années, ça, c'est clair. Non, c'est sûr. Là, supposément qu'il a changé de tradition. Là. Il veut donner des œuvres de charité au lieu d'acheter des souliers. Là. Non, mais ça, c'est ridicule. Moi, ta garde, tes affaires, organise tout que ça balance. Puis parle-moi donc un peu de la sortie de Yann, justement, là-dessus. Là. Il nous a lâché une bonne. Ouais, en terminant. Il a tellement raison. Hein. Parce qu'en fait. Il a tweeté, là. Oui, en fait, pour ceux qui ont écouté le débrief hier, ils ont vu le tweet également, mais je vais le repasser pour nos auditeurs qui ont. Tabarouette. Breaking news, mes chers amis, mais pour ceux que. Pascal Bérubé a bloqué Yann Sénéchal. Parce qu'il a partagé le fameux meme de Moret qu'on a mis en début de segment. Là. Ça, sincèrement, de toujours bloquer des gens de même sur les réseaux sociaux. Ah non, c'est pas. Oh my god, c'est même pas ça. C'est pas ça? Ah, c'est flag. Je vais le partager à l'écran. Pour nous autres, c'est ça, ça vient de sortir. C'est le caricaturiste de Libre Média. C'est pas cette caricature-là, c'est celle-ci. C'est merveilleux. La cuvée Liberté. Mais qui a bloqué qui, finalement? C'est Pascal Bérubé qui a bloqué Yann Sénéchal parce qu'il a partagé cette caricature-là de flag. C'est assez spécial. Mais là, pour ce qui est du tweet en question, je le partage à l'écran tout de suite. Elle est réellement bonne. Oh oui, c'est en réponse à un commentaire de quelqu'un qui disait « Ces surplus qui ont été faits sur le dos des plus pauvres de notre société, entre parenthèses l'austérité, par M. Couillard et M. Létard du Parti libéral du Québec, avaient débalancé les services à la population déjà en partant. » Et Yann répond en disant « Sincèrement, si balancer un budget est austère, ne me demandez pas les clés du pouvoir, vous allez chier dans vos shorts. » Exactement. C'est cool que... C'est la méthode. Tu ne peux pas aller contre la méthode Ginette Renault, José. C'est-à-dire? Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. T'sais, si tu oses vouloir rééquilibrer le budget, réduire les dépenses, de vouloir... un fasciste, littéralement. T'es un fasciste. Mais comme Patrice Roy, monsieur, je me suis soucié, vous voulez couper dans les services. C'est tout le temps la même affaire. Il va falloir couper à un moment donné. Je veux dire, il n'y a personne dans son budget personnel qui pourrait vivre comme le gouvernement du Québec vit avec les finances de la population. Je veux dire, j'en demande-tu trop? Je comprends qu'il y a des circonstances qu'on peut avoir des déficits. Dans n'importe quelle entreprise, ça se peut qu'une année, tu as des déficits, mais que tu
que tu penses que tu vas revenir à l'équilibre budgétaire pour revenir à faire des revenus. Ça, c'est une gestion peut-être à moyen long terme, mais tu dois de faire certaines prévisions. Mais lorsque tu parles de ramener l'équilibre budgétaire, et là, on parle de couper dans les services. Premièrement, les services, là, on n'a pas à couper dedans, on n'a pas pour notre argent. On n'a réellement pas pour notre argent. On paye de plus en plus cher, puis on en a de moins en moins. Tes maudits de service, je serais curieux de les voir. Oui, puis vos 5 000 fonctionnaires que vous avez de plus depuis l'arrivée de la CAQ et les 50 000 qui ont de plus au fédéral depuis l'arrivée de Justin Trudeau depuis 2015, je présume que c'était techniquement supposé améliorer l'efficacité de la fonction. Mais désormais, ces gens-là, José, José, c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a c'est ce que j'appelle une auto-canonisation de la main-d'œuvre gouvernementale très rapide au Québec. Contrairement à l'Église catholique, ça ne prend pas 100 ans avant de canoniser quelqu'un. Au Québec, ça prend 6 mois. Ouais. Fait que les 5 000 nouveaux fonctionnaires, là, que le système était toujours dans chenoute il y a 5-6 ans, mais qui n'étaient pas là, ben à ce temps que les 5 000 sont là, si on ose vouloir les enlever, oh non, mais vous comprenez pas, mais si on les enlève, le système va s'écrouler, puis ils sont indispensables, ces gens-là. Attendez un peu, puis je vous donne. Ça, c'est un Nostradamus. Ça, c'est un peu une Nostradamus version de Joey Obey. Là. Attendez 1 an, sinon 2, là, puis ils vont vous dire la même affaire de l'agence Mammouth Santé Québec de Dubé. Là. Avant, le système était toujours à chier, ça ne marchait toujours pas. Puis si ça ne marche pas plus avec cette agence-là, mais si on va vouloir l'enlever par après, ben voyons donc, vous ne comprenez pas, l'agence a fait tellement des bonnes affaires, on ne peut pas l'enlever à cette heure, c'est trop compliqué. Puis mais la polyvalence, on dirait que ce n'est plus un prérequis pour travailler dans la fonction publique. Je vais te faire un comparatif peut-être un peu boiteux, mais un soldat canadien à l'époque versus un soldat américain, un soldat canadien était pas mal plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus polyvalent, il y avait moins de budget, tandis que l'armée américaine, tu avais quelqu'un qui était, mettons, au gun, tu avais un autre. C'était pas des gens qui étaient capables de se débrouiller autant qu'un soldat canadien, parce qu'il y avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de moyens et compagnie. Là, maintenant, la fonction publique, les gens qu'on engage, c'est juste, mettons, ben toi, si tu es attitré à faire telle affaire, tu peux juste faire telle affaire. Moi, je me suis fait raconter des histoires concernant Hydro-Québec, des syndiqués d'Hydro-Québec à l'époque. Là. Es-tu bon pour aller descendre dans le trou, réparer ça ou faire une vérification? Ah, ça, c'est pas dans ma convention, je ne vais pas là. Je sais pas, là, à un moment donné, ça prend un peu de fierté, puis ça prend aussi un sens de l'État, puis un amour de la nation pour faire avancer cette bébelle-là. Oui, mais malheureusement, c'est ça. Tant qu'aussi longtemps, comme on le dit toujours, on n'avouera pas qu'on a un problème, ben, bonne chance pour le régler, mes chers Exactement. amis. Fait que c'est ça. Alcooliques anonymes, là-dessus, ils ont raison. Étape 1, toujours très important avec l'étape 1 avant de passer à l'étape 2. Tout à fait. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José, encore cette semaine. Je pense que les auditeurs vont quand même apprécier de te voir quand même. Je sais que la semaine passée, tu as quasiment pété le record. L'épisode de la semaine passée, qui a plus de 2000, quasiment 400 vues. Ouais, puis, les gens semblent t'apprécier beaucoup. Et d'ailleurs, notre cher ami Samuel Rasmussen voulait m'envoyer ses hommages de son côté aussi. Il te trouve quand même très intéressant. Puis écoute, là, c'est la version habillée, imaginez-vous, mais j'ai plus de gilet. Ça va être terrible. Si bol, dans pas long, on va faire Magic Mike version. Ouais, c'est ça! Merci beaucoup. Yes, bonne journée tout le monde.